Elle n'a pas demandé mon avis, elle l'a simplement annoncé comme une décision déjà actée et signée. Nous donnons cette pièce à ton frère pour son studio de vidéo, tu peux travailler dans la cave. Mon frère Théo était appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, regardant mes écrans s'éteindre comme si c'était un spectacle, et il a ajouté avec un petit rire narquois. Tu seras bien là-bas, non? Moins de distraction. Il disait ça comme une blague, mais il le pensait vraiment. Cette pièce était mon bureau, l'espace que j'avais construit pièce par pièce pour pouvoir travailler à distance en tant que designer UX et payer les factures qui permettaient à cette maison de tenir debout. Je l'ai simplement regardé, puis j'ai regardé ma mère, et tout ce que j'ai réussi à dire a été « d'accord ». Pas de cris, pas de scène, j'ai emballé mon ordinateur portable, mon disque dur et les quelques affaires que je pouvais porter en un seul voyage, puis je suis passé devant eux pour descendre les escaliers comme si j'allais à la cave comme ils le voulaient. Ils n'avaient aucune idée que lorsque j'ai dit « d'accord », ce que je voulais vraiment dire, c'était « j'en ai fini avec vous ». Cette nuit-là, j'ai déménagé en silence, j'ai changé bien plus que l'emplacement de mon bureau, et dès le lendemain matin, les appels ont commencé, puis les SMS, on ne peut pas s'en sortir financièrement sans toi, s'il te plaît réponds. Ils m'appelaient sans arrêt, comme si j'étais soudainement la seule personne au monde capable d'empêcher leur vie de s'effondrer. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe quand la personne que sa famille considère comme acquise finit par s'en aller, restez avec moi car la façon dont ils m'ont supplié de revenir pourrait vous faire repenser à quel point vous laissez les gens vous utiliser. En grandissant, j'ai toujours su que ma famille était un peu déséquilibrée, mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave jusqu'à ce que l'argent s'en mêle. J'étais l'enfant qui restait debout tard pour finir ses projets, qui classait ses notes par code couleur et qui se souciait vraiment de ses notes. Théo, mon frère cadet, était celui que tout le monde disait sensible et créatif, ce qui signifiait apparemment que les règles s'adaptaient toujours à lui. Quand j'ai intégré une grande école de design avec une bourse, ma mère, Corinne, m'a fait un rapide câlin dans la cuisine et a dit « C'est génial, ma chérie, tu as toujours été responsable ». Mais quand Théo a réussi un rattrapage pour un cours en ligne pour lequel il n'avait presque rien fait, elle a commandé un gâteau chez le pâtissier du quartier et l'a publié sur Facebook comme s'il avait guéri une maladie grave. J'ai appris très tôt à ne pas m'attendre à des confettis quand je faisais quelque chose de bien. Après mes études, quand le loyer à Paris était de 2 500 € pour une chambre de bonne avec un évier, retourner vivre chez nous à Montreuil semblait être le seul choix financièrement raisonnable. Je me disais que ce serait temporaire, juste le temps de mettre de l'argent de côté grâce à mon job de designer et mes contrats en freelance. Ce qui s'est réellement passé, c'est que j'ai glissé dans ce rôle de banque officieuse de la maison, de support technique et de résolveuse de problèmes, et personne n'a remarqué le changement à part moi. Ça a commencé petit, le salaire de maman était un peu court un mois et la facture d'électricité était plus élevée que d'habitude, alors j'ai couvert la différence. Puis la fibre a été améliorée pour que Théo puisse streamer sans ralentissement, et bizarrement, le nouvel abonnement a fini sur ma carte bancaire. Ensuite, il y a eu Netflix, Spotify, le forfait téléphonique familial, les courses supplémentaires pour toutes les soirées de livreau que nous justifions comme du temps en famille. Je me disais, c'est bon, je gagne mieux ma vie, c'est ce qu'on fait quand on aime les gens. Mais chaque fois que ma carte renouvelait automatiquement un abonnement dont aucun d'eux ne pourrait se passer une semaine, je ressentais ce petit pincement au cœur. Quand Théo a décidé qu'il allait devenir créateur de contenu, maman l'a annoncé comme s'il s'agissait d'un plan de carrière sérieux et non d'une simple lubie, il a juste besoin d'un petit coup de pouce, il a du potentiel, il a besoin de soutien. Le soutien signifiait que j'ai payé 500 € pour une formation d'influenceur qu'il n'a jamais terminée. Le soutien signifiait que j'ai commandé des anneaux lumineux et des trépieds sur Amazon pour sa chaîne. Le soutien signifiait que je me réveillais à 2 h du matin pour réparer Internet quand ça coupait pendant ses streams de jeux vidéo nocturnes parce qu'il testait des configurations. Pendant ce temps, mon propre travail, celui qui rapportait réellement de l'argent, se faisait discrètement en arrière-plan. J'avais transformé cette petite pièce du dernier étage en un vrai bureau parce que personne d'autre ne s'en souciait. J'ai dépensé mes propres économies pour un bureau ergonomique, une chaise de qualité, un deuxième moniteur, une tablette graphique et un bon éclairage pour ne pas avoir l'air à moitié morte lors de mes appels avec les clients. J'affichais mes maquettes sur les murs, griffonnais des notes sur des post-it et je me bâtissais une véritable carrière dans cet espace.
Ce bureau était la différence entre galérer pour joindre les deux bouts et décrocher de gros contrats, des augmentations et de meilleurs clients. Mais chaque fois que maman en parlait, elle disait, « Léa a de la chance de pouvoir travailler de la maison. » De la chance. Comme si tout m'était tombé tout cuit dans le bec et que je ne m'étais pas démenée pour y arriver. En même temps, elle parlait de Théo comme s'il n'était qu'à une vidéo virale de changer toutes nos vies. Elle n'a jamais demandé une seule fois combien d'heures je passais à itérer sur une interface ou à corriger des bugs que quelqu'un d'autre ignorait. Elle ne remarquait que lorsqu'une facture arrivait et que, miraculeusement, elle finissait payée. J'avais cette liste sur mon application de notes, juste pour moi, le loyer que je lui donnais chaque mois, les charges que je couvrais quand elle était à court, les abonnements que j'avais oublié avoir souscrits parce que tout le monde les utilisait, les courses, les restos, les Uber pour elle quand elle n'avait pas envie de prendre le métro, les Uber pour Théo quand il avait un entretien d'embauche bancal où il ne se rendait même pas. Chaque fois que je mettais à jour cette liste, le chiffre en bas devenait plus laid. Ma mère appelait ça « la famille qui s'entraide », moi j'ai commencé à appeler ça « me vider de mon argent en silence pour qu'ils puissent prétendre que tout allait bien ». Le pire était qu'ils croyaient vraiment être ceux qui luttaient le plus. Théo soupirait en disant à quel point c'était dur de percer comme créateur tout en étant assis dans la pièce que je payais pour chauffer et en regardant des baskets qu'il voulait s'acheter. Maman se plaignait de l'augmentation des prix, et je me mordais la langue au lieu de lui faire remarquer que mon nom était sur la moitié des comptes qui rendaient sa vie confortable. Je savais logiquement que j'avais permis à cette situation de s'installer. J'avais dit oui trop de fois, j'étais intervenue avant même qu'ils n'aient à ressentir les conséquences de leur propre choix, j'avais lissé chaque angle vif. Et parce que je continuais à le faire, ils supposaient que je le ferais toujours. C'était la dynamique, le script, Léa va gérer, Léa va payer, Léa va réparer. Je n'aurais juste jamais cru qu'ils me pousseraient hors de la pièce même qui rendait tout cela possible. La nuit où ma mère m'a expulsée de mon bureau, quelque chose en moi a enfin arrêté de leur chercher des excuses et a commencé à poser la seule question que j'avais évitée pendant des années. Que se passerait-il réellement si je ne gérais pas la situation cette fois-ci? Cette question ne me quittait plus, elle me suivait sous la douche, dans mes rêves, dans les moments de calme entre deux réunions quand ma caméra était éteinte et que mon sourire retombait. Que se passerait-il si je ne réparais rien cette fois? Cette nuit-là, après que ma mère m'ait dit d'aller à la cave, je suis restée allongée sur mon lit à fixer le plafond, mon ordinateur ouvert, mais mes fichiers de travail intacts. À la place, j'ai ouvert un site d'annonces immobilières, j'ai tapé « Studio Paris 15e budget max » et j'ai lancé la recherche comme si je faisais du lèche-vitrine. Je me disais que j'étais seulement curieuse. Les montants des loyers me faisaient encore mal au ventre, mais pour la première fois, ils ne semblaient pas totalement impossibles. J'avais des économies, pas une fortune, mais assez. J'ai fait défiler des annonces déprimantes et sombres jusqu'à ce que l'une d'elles attire mon attention, un petit studio dans une rue calme, avec une grande fenêtre donnant sur la rue et juste assez de place sur les murs pour un bureau et des étagères. Les photos montraient du soleil sur le parquet et une petite cuisine avec des placards blancs. Ce n'était rien de luxueux, mais en faisant défiler les photos, je voyais déjà où mon écran irait, où je scotcherais mes maquettes, où je mettrais une plante en faisant semblant d'être le genre de personne qui se souvient de l'arroser. J'ai vérifié le prix 3 fois, 1 600 € par mois. Élevé, mais pas impensable. Quand j'ai additionné ce que je gagnais et ce que j'arrêterais de dépenser pour tout le monde, j'ai regardé le total dans mes notes, celui qui suivait ce que j'avais versé dans cette maison, et j'ai réalisé qu'en un an, j'avais déjà payé l'équivalent de plusieurs mois de ce studio sans n'avoir rien pour moi. Le lendemain matin, j'ai dit à maman que j'avais une réunion matinale dans les bureaux d'un client. Techniquement, ce n'était pas un mensonge, quelqu'un là-bas était sur le point de décider de mon avenir. J'ai pris le métro, serrant un dossier avec mes fiches de paie et ma pièce d'identité, le cœur battant comme si j'allais à un entretien d'embauche, quand la propriétaire, une femme plus âgée au regard gentil mais à la voix ferme, a ouvert la porte. L'endroit était encore plus petit qu'en ligne, mais c'était propre, c'était calme, et surtout, c'était à moi si je le voulais. Nous nous sommes assises au petit comptoir qui servait de table à manger pendant qu'elle passait en revue le bail. « Vous travaillez à domicile ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, designer UX, j'ai juste besoin d'une bonne connexion internet et d'un endroit pour mon bureau. Elle a acquiescé comme si c'était logique.
Nous ne tolérons pas les fêtes, pas de musique forte, pas d'histoire. J'ai failli rire, c'est exactement ce que j'essayais de fuir. Quand elle a fait glisser le bail vers moi, ma main a tremblé une seconde. Mon cerveau m'a lancé toutes mes peurs d'un coup, et si ton travail s'arrêtait? Et si c'était irresponsable? Et si ta famille te détestait? Puis une autre pensée a tout balayé, ils te traitent déjà comme si tu leur devais ta vie entière, et ils n'ont pourtant pas hésité à te mettre dehors. J'ai signé. J'ai transféré le premier mois et la caution, 4 800 € disparaissant de mon compte en un clic. Ça a fait mal, mais c'était aussi une sensation de pureté. Ce n'était pas comme jeter de l'argent dans un puits sans fond de factures et d'excuses, c'était construire quelque chose pour moi. Dans le métro du retour, je n'arrêtais pas de toucher la nouvelle clé dans ma poche, ce petit morceau de métal qui signifiait que j'avais enfin une issue. Quand je suis entrée, Théo était sur le canapé, hurlant dans son casque sur un jeu, les assiettes de la veille traînant encore sur la table basse. Maman était au comptoir de la cuisine, faisant défiler son téléphone en se plaignant à voix basse du prix des courses. Personne n'a demandé comment s'était passée ma réunion, personne n'a remarqué le changement. C'était très bien ainsi, ça a rendu la suite plus facile. J'ai commencé petit. Ce soir-là, quand ils ont demandé ce qu'on commandait pour le dîner, j'ai dit que j'avais déjà mangé. Le lendemain, quand maman m'a envoyé un SMS pour ajouter des choses à la livraison de courses, j'ai répondu « Je ne peux pas couvrir les extras cette semaine, mon budget est serré ». C'était la première fois que je disais non en des années. Il y a eu un silence, puis juste un emoji pouce levé. Le Wi-Fi a bugué pendant un stream de Théo et il a monté les escaliers en trombe jusqu'à mon bureau, ou ce qui était encore techniquement mon bureau pour quelques jours. Et Léa, tu peux redémarrer la box? Ça recommence à ramer. J'ai regardé mon écran, le prototype que je testais, j'ai un rendu urgent, ai-je dit sans détourner les yeux, débrouille-toi. Il est resté là une seconde comme s'il n'avait jamais entendu ces mots de ma part. Finalement, il a marmonné quelque chose et est redescendu lourdement. Le monde ne s'est pas effondré. Quelques soirs plus tard, quand maman a mentionné avoir besoin d'un Uber pour une garde matinale parce qu'elle ne voulait pas prendre le métro, je lui ai dit que je ne pouvais pas le mettre sur mon compte cette fois-ci, demande à Théo ou prends le train. Elle m'a lancé un regard comme si je parlais une langue étrangère. Tu vas bien? Tu aides toujours d'habitude. J'ai forcé un sourire, j'essaie juste d'être plus prudente avec mon argent. Ça semblait si banal dit à haute voix, mais à l'intérieur, c'était comme déchirer un vieux script. Chaque « non » rendait le suivant plus facile. En coulisses, j'ai commencé à déplacer des morceaux de ma vie hors de cette maison. La première chose partie a été mon disque dur externe avec tous mes fichiers clients, puis mes carnets de croquis, mes stylos préférés, une pile de vêtements que je pouvais faire tenir dans un sac de sport. Je leur disais que je faisais du tri, que j'emmenais des choses dans un garde-meuble ou chez une amie. Rien de tout cela n'était techniquement un mensonge, le garde-meuble se trouvait juste être mon nouveau studio. Je finissais ma dernière réunion de la journée, fermais mon ordinateur, puis le glissais dans mon sac à dos au lieu de le laisser sur le bureau. J'ai démonté mon écran un week-end sous prétexte qu'il agissait bizarrement et que je voulais le faire vérifier. Petit à petit, mon bureau est devenu moins mon espace et plus une simple pièce vide. Ils étaient trop concentrés sur la prochaine idée de Théo pour sa chaîne et sur l'emploi du temps de maman pour remarquer que les étagères se vidaient. La nuit, après qu'il soit allé se coucher, je faisais des allers-retours discrets vers mon studio, portant des cartons, un chargement à la fois, pour que les vieilles marches ne grincent pas trop. Chaque fois que je déverrouillais cette nouvelle porte et entrais dans le studio silencieux, je sentais mes poumons s'ouvrir un peu plus. Je posais un carton, regardais les murs nus et l'écho de mes pas, et je pensais, c'est ici que je cesse d'être la personne qui répare tout pour tout le monde avant soi. Je ne leur avais pas encore dit que je partais, je voulais que ma sortie soit prête avant de prononcer les mots. Si ma mère pouvait décider que je n'avais plus droit à l'espace qui finançait leur vie en une seule conversation au dîner, alors je pouvais décider en silence que j'arrêtais de financer tout ça. Au moment où ils ont officiellement transformé mon ancien bureau en studio pour Théo, avec son anneau lumineux bon marché et des boîtes de baskets empilées dans le coin, presque tout ce qui comptait pour moi était déjà parti. Ce qu'ils poussaient dehors, ce n'était pas juste un bureau,
C'était le dernier levier qu'ils avaient sur moi sans même le savoir. Tout a vraiment basculé quelques semaines plus tard. À ce moment-là, la plupart de mes affaires importantes étaient déjà à Paris, mais je dormais toujours dans mon ancienne chambre, faisant semblant que rien n'avait changé. Un samedi après-midi, je suis rentrée après avoir pris un café et j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas en passant devant la porte de ce qui était mon bureau. La pièce était ouverte, la lumière entrait à flot, la voix de Théo s'en échappait pendant qu'il parlait à son téléphone en testant des angles de vue. Je suis entrée et mes yeux sont allés directement vers l'endroit vide où se trouvait ma chaise ergonomique. La chaise pliante bon marché de la cave était là à la place, oscillant sous Théo alors qu'il ajustait son trépied. Mon cœur s'est serré. Et, elle est où ma chaise ? Ai-je demandé, même si je savais déjà que la réponse n'allait pas me plaire. Théo a à peine jeté un coup d'œil en arrière. Maman l'a vendue, on avait besoin d'argent pour mon micro. Les mots m'ont frappé plus fort que prévu. Je me suis retournée, je suis allée directement à la cuisine et j'ai trouvé maman en train de rincer la vaisselle comme si c'était un jour ordinaire. Elle est où ma chaise ? Ai-je répété. Elle n'a même pas levé les yeux au début. Oh, ça ? Je l'ai mise sur le bon coin, on en a tiré 200 €. Théo avait vraiment besoin d'un micro correct s'il veut prendre ça au sérieux, on te trouvera autre chose pour la cave, ton ancienne chaise était de toute façon trop luxueuse. Je l'ai juste fixée. Cette chaise n'était pas un meuble quelconque, je l'avais achetée avec ma prime quand mon équipe avait lancé une grosse fonctionnalité, je l'avais choisie après des semaines de mal de dos, m'asseyant dessus dans le magasin en m'imaginant enfin travailler comme une vraie professionnelle au lieu d'être voûtée sur une table de cuisine. Tu l'as vendue sans me demander ? Ai-je dit lentement. Elle a haussé les épaules, rencontrant enfin mon regard avec ce mélange agaçant de confusion et d'agacement, comme si j'étais la personne déraisonnable. Léa, c'est juste une chaise, on partage les choses dans cette maison. On avait besoin d'argent, Théo avait besoin d'équipement, tu peux t'asseoir sur n'importe quoi pour travailler, tu es jeune, ça ira. Quelque chose en moi est devenu très calme à ce moment-là. Pendant des années, j'avais essayé d'expliquer mon point de vue, de justifier mes dépenses, de leur rappeler gentiment ce que je contribuais. Ça n'avait jamais marqué les esprits. Mais là, debout à écouter ma mère parler d'une chaise achetée avec mon propre salaire comme d'une propriété communautaire qu'elle pouvait liquider pour le prochain hobby de Théo, j'ai réalisé que les discussions étaient terminées. Tu ne l'as pas partagée, ai-je dit, tu l'as vendue. Et tu n'avais pas besoin d'argent, tu avais encore besoin de M1 argent. Sa mâchoire s'est crispée, ne commence pas, Léa, nous sommes tous sous pression en ce moment, tu sais à quel point tout coûte cher et Théo essaie de construire quelque chose, il a besoin de soutien. Encore ce mot, soutien, qui ne circulait toujours que dans un seul sens. J'ai hoché la tête lentement, tu as raison, tout coûte cher, c'est pour ça que certains d'entre nous paient plus que leur part depuis des années. Ses yeux se sont plissés, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Je me suis approchée du comptoir, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application de notes que je mettais à jour depuis des mois. J'ai fait défiler l'écran et je l'ai tourné vers elle, voilà ce que je veux dire. Loyer, électricité, courses, abonnement, Uber, la formation de Théo, son matériel, la moitié des choses que tu ne te souviens même pas m'avoir demandé de payer. J'ai regardé ses yeux parcourir les chiffres, sa bouche se serrer en une ligne fine, ça ne peut pas être juste, a-t-elle murmuré faiblement, c'est exagéré, ces totaux sont insensés, les temps étaient durs mais pas à ce point. J'ai tapoté l'écran, capture d'écran, relevé bancaire, reçu, tout est là, tu peux regarder chaque ligne si tu veux. Théo est arrivé dans l'encadrement de la porte au milieu de tout ça, une manette de jeu encore à la main, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour l'histoire de la chaise ? Maman, je t'avais dit qu'elle pèserait un scandale, elle est tellement dramatique pour tout. Je me suis tournée vers lui, tu penses que je suis dramatique ? Tu as vendu ma chaise pour acheter un micro pour tes vidéos TikTok, un micro que tu t'attends sûrement à ce que j'aide à payer si quelque chose ne va pas avec la commande. Il a levé les yeux au ciel, détends-toi, c'est pas si grave, on est une famille, on partage. Ce bureau n'était qu'une pièce, tu agis comme si tu y avais construit un hôpital. Un rire m'a échappé, sec et sans humour, tu as raison, c'était juste une pièce.
Une pièce où je faisais le travail qui maintenait cette famille à flot pendant que tu joues à l'influenceur et que maman prétend que nous pouvons tout nous permettre parce que de l'argent magique apparaît chaque mois. Maman est intervenue rapidement, haussant le ton. Ça suffit Léa, tu es irrespectueuse, nous faisons tous de notre mieux, Théo essaie de trouver sa voie, tu as toujours été la plus responsable, tu peux en supporter davantage, c'est comme ça. Voilà, le script, tu peux en supporter davantage, traduction, tu vas en supporter davantage parce qu'on ne veut pas le faire nous-mêmes. J'ai senti mon visage devenir froid, non, ai-je dit, c'est comme ça que c'était avant. Elle a froncé les sourcils, de quoi tu parles ? J'ai glissé mon téléphone dans ma poche, soudainement lasse de toute cette conversation, je parle du fait que je déménage ce week-end. La pièce est devenue totalement silencieuse. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il ne m'avait pas entendu. Puis maman a ri, un son bref et incrédule, ne sois pas ridicule, tu ne peux pas juste déménager comme ça. Où irais-tu ? Tu sais combien coûtent les loyers, tu ne réfléchis pas. Théo a ricané, c'est ça, tu es en colère pour une chaise dans une chambre alors tu vas t'enfuir et tout aggraver. Je les ai regardés tour à tour, me sentant étrangement calme, vous m'avez poussé hors de mon bureau sans y réfléchir à deux fois, ai-je dit, vous avez vendu mes meubles sans demander, vous avez pris mon argent, mon temps et mon énergie comme si c'était un dû, et vous n'avez jamais une seule fois pensé à ce qui arriverait si j'arrêtais de donner. J'ai un endroit où aller, j'ai un bail, je déménage mon lit et le reste de mes affaires samedi. Le visage de maman est passé par l'incrédulité, la colère, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Tu ne peux pas nous faire ça, dit-elle doucement, on a besoin de toi ici, tu aides pour tout, tu sais qu'on dépend de toi. J'ai hoché la tête, je sais, c'est pour ça que je le fais, parce que tant que je suis ici, rien ne change. Théo a ricané, tu essaies juste de nous punir, tu reviendras, tu reviens toujours. C'était peut-être vrai par le passé, mais pas cette fois. Je suis passé devant eux, je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit d'autre. Je me suis assise sur le bord de mon lit, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai lancé une application de location de camion. Mon pouce a hésité au-dessus de l'écran une demi-seconde, puis j'ai choisi la date, l'heure et la taille du véhicule dont j'avais besoin. Quand la confirmation est arrivée, j'ai ressenti ce mélange étrange de terreur et de soulagement m'envahir. En bas, j'entendais maman et Théo se disputer à voix basse, les mots étouffés par le parquet. Pour une fois, je n'ai pas tendu l'oreille pour comprendre, ils avaient pris leur décision à la seconde où ils avaient choisi son anneau lumineux plutôt que ma chaise, son studio plutôt que mon bureau. J'étais juste en train de prendre la mienne. Le samedi est arrivé plus vite que prévu. Toute la semaine, maman a agi comme si mon annonce n'était qu'un coup de tête. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Une fois que tu seras calmé, on parlera de réorganiser la cave ou on t'achètera une nouvelle chaise plus tard. » Comme si m'acheter une chaise de bureau d'occasion effacerait le fait qu'elle avait vendu celle que j'aimais sans demander. Théo m'a surtout évité, sauf pour quelques commentaires passifs-agressifs sur le fait que j'allais vraiment mettre tout le monde dans la mouise parce que j'avais fait un caca nerveux pour un meuble. Je ne me suis plus expliqué, j'ai juste travaillé, emballé et surveillé l'horloge. Le samedi matin, le camion de location s'est garé devant la maison pile à l'heure, le logo orange vif contrastant avec notre pâté de maison en vieille brique. Je suis resté sur le trottoir une seconde avec les clés à la main, sentant les voisins regarder à travers leurs rideaux. Maman a ouvert la porte avec ce sourire forcé, comme si elle pensait encore pouvoir me faire changer d'avis si elle disait les bons mots. « Tu as vraiment loué un camion, dit-elle, tu es tellement extrême, tu n'as aucune idée de la difficulté de la vie seule dehors. » J'ai porté le premier carton juste devant elle sans répondre, mon matelas, mes tiroirs de commode, le dernier de mes vêtements, la lampe bon marché que j'aimais bien, les choses que j'avais intentionnellement laissées pour qu'ils remarquent leur disparition. Pendant tout ce temps, la maison semblait étrangement silencieuse, pas de musique sortant des enceintes de Théo, pas de télé, juste le bruit de mes pas et le frottement des meubles sur le bois. À un moment donné, je suis allée dans la cuisine et j'ai pris une feuille de papier dans le tiroir. Assise à la table où nous avions mangé une centaine de dîners à emporter que j'avais payés, j'ai écrit en grosses lettres en haut de la page, ce que Léa a payé au cours des 12 derniers mois. Puis j'ai commencé à lister, le loyer que je donnais chaque mois avec le montant exact,
l'électricité et le gaz que je couvrais quand elle était à court, le forfait téléphonique familial, Netflix, Disney+, Spotify, tous les petits abonnements que tout le monde utilisait sans y penser, les courses et les livraisons, la formation de Théo à 500 €, les anneaux lumineux, les trépieds, les accessoires indispensables, les Uber pour maman quand elle ne se sentait pas en sécurité dans le métro le soir, pour Théo quand il avait des entretiens ou des événements de réseau qu'il n'honorait jamais. À côté de chaque catégorie, j'ai écrit le total annuel, puis j'ai tracé une ligne en bas et j'ai fait l'addition, 16 500 € et quelques centimes. J'ai fixé ce chiffre pendant une longue seconde, c'était presque une année entière de loyer dans mon nouveau logement. J'ai pris un aimant et j'ai plaqué le papier sur le devant du frigo pour que personne ne puisse le rater. Maman est entrée juste au moment où je reculais. Qu'est-ce que c'est ? A-t-elle demandé en tendant la main. J'ai été plus rapide et j'ai plaqué ma main sur le papier. Tu peux le lire, ai-je dit, mais tu ne peux pas l'enlever. Théo est arrivé derrière elle, pieds nus, bâillant comme n'importe quel samedi. Ses yeux ont alterné entre le camion dehors et le papier. Le visage de maman est devenu livide en parcourant les chiffres. C'est exagéré, a-t-elle marmonné, tu fais passer les choses pour pire qu'elles ne sont, personne ne t'a demandé de faire tout ça. J'ai ri doucement, tu n'as pas eu besoin de demander. Chaque fois que tu disais « je suis un peu courte ce mois-ci » ou « peux-tu juste mettre ça sur ta carte et je te rembourserai », c'était ta façon de demander. Tu n'as juste jamais donné suite à la deuxième partie. Théo a froncé les sourcils en voyant son nom. Tu n'étais pas obligé d'écrire mes trucs le dessus, a-t-il dit, tu essaies de me mettre honte. J'ai secoué la tête, non, j'essaie d'être clair. Vous continuez tous les deux à vous raconter que nous luttons tous de la même manière, mais ce n'est pas le cas. J'ai posé le stylo et je les ai regardés tous les deux, c'est le dernier mois où je paie quoi que ce soit pour cette maison. Maman a ouvert la bouche comme si elle avait quelque chose de piquant à répondre, mais rien n'est sorti. Théo avait juste l'air en colère et mal à l'aise, ce qui était honnêtement la première fois que je le voyais ressentir autre chose que de l'arrogance depuis longtemps. J'ai chargé le dernier carton, puis je suis montée une dernière fois pour vérifier que je n'avais rien oublié d'important. Mon ancienne chambre semblait bizarrement nue, le cadre de lit et quelques babioles resteraient là, je les avais laissés exprès, je voulais qu'il y ait un vide là où se trouvait ma vie. Quand j'ai descendu mon oreiller, maman se tenait près de la porte, agrippant le bord comme si elle en avait besoin pour rester debout. « Léa, s'il te plaît, réfléchis, on a besoin de toi ici, on ne peut pas se permettre que tu t'en ailles. » Je me suis arrêtée, une main sur la poignée. Tu aurais dû réfléchir à ce que tu pouvais ou ne pouvais pas te permettre avant de me pousser hors de la pièce qui payait pour tout ça. Je ne fais pas ça pour vous blesser, je le fais parce que rester ici me tue. Elle a secoué la tête, les yeux brillants. Tu es dramatique, tu reviendras, tu reviens toujours. Peut-être, ai-je répondu, mais si je le fais, ce ne sera pas en tant que ton carnet de chèques. Je suis sortie, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis installée au volant du camion. En m'éloignant du trottoir, je les ai vus dans le rétroviseur, debout sur le perron. Maman avait les bras croisés sur elle-même et Théo regardait alternativement le camion et le papier sur le frigo à travers la fenêtre de la cuisine. Pendant une seconde, la culpabilité m'a tenaillée comme toujours, puis j'ai imaginé mon nouveau studio, le soleil sur le parquet, la clé dans ma poche, et j'ai continué à rouler. Cette nuit-là, j'ai déballé autant que mes bras endoloris le permettaient, j'ai préparé un dîner simple dans ma petite cuisine et je me suis assise par terre au milieu des cartons à moitié ouverts. Mon téléphone a vibré quelquefois avec des messages d'amis, une notification de ma banque pour la location du camion, mais rien de ma famille. Le silence était presque inquiétant, mais c'était aussi la preuve que j'étais enfin chez moi. Je me suis endormie sur un matelas posé au sol, épuisée mais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par mon téléphone vibrant si fort qu'il a failli glisser de la table de nuit. L'écran de verrouillage était un mur d'appels manqués de maman et Théo, avec une douzaine de notifications empilées. Pendant une seconde, mes vieux instincts ont repris le dessus. Quelque chose ne va pas, quelqu'un est blessé. J'ai pris le téléphone et j'ai ouvert les messages. Le premier SMS de maman était simple, rappelle-moi. Puis, tu as changé les mots de passe, on ne peut plus se connecter à rien. La facture d'internet arrive et elle est plus élevée que je ne pensais, s'il te plaît répare ça. Puis, on ne peut pas s'en sortir sans toi, s'il te plaît réponds.
Les messages de Théo étaient plus frénétiques et moins polis. Meuf, y a plus de Wi-Fi, je peux pas streamer, tu l'as coupé exprès? Puis, sérieux Léa, c'est pas drôle, maman panique, on peut pas payer toutes ces factures sans toi. Mon téléphone a recommencé à sonner, le nom de maman clignotant sur l'écran. Ça vibrait encore et encore, remplissant le petit studio de bruit. Je suis restée assise là, dans le calme, fixant son nom et les SMS de Théo empilés dessous. Pendant des années, chaque fois que ce téléphone s'allumait pour une de leurs crises, je lâchais tout pour résoudre leurs problèmes. Je répondais en pleine réunion, pendant mes rendez-vous, pendant mes propres jours de maladie, parce que si je ne le faisais pas, tout s'effondrait. J'ai regardé l'appel jusqu'à ce qu'il bascule sur la messagerie. Puis il a sonné encore et encore, et je l'ai laissé faire. J'ai posé le téléphone face contre table, j'ai pris une inspiration et je me suis préparé une tasse de café pendant qu'il continuait de vibrer. Il m'avait jeté hors de mon propre bureau comme si j'étais optionnel, comme si mon travail et mes limites n'avaient pas d'importance. Moins de 24 heures plus tard, il me suppliait de revenir parce qu'il ressentait enfin le coup de ce choix. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui arrive quand la personne qui porte tout à bout de bras finit par arrêter de décrocher, ce n'était que le début. Les appels ne se sont pas calmés après ce premier matin, au contraire, ils arrivaient par vagues. J'ai laissé la plupart d'entre eux aller sur répondeur. L'ancienne moi aurait décroché dès la première sonnerie, déjà en train de réorganiser mentalement son budget. La nouvelle moi regardait leur nom sur l'écran, sentait la pointe d'anxiété, et retournait son téléphone. Je lisais quand même les SMS, car la curiosité est tenace. Maman oscillait entre culpabilité et colère. Une minute c'était « Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à ta propre famille », et la minute d'après c'était « Je suis désolée, je suis juste dépassée, s'il te plaît appelle-moi, je ne sais pas comment on va faire ». Les messages de Théo étaient un mélange de plainte et d'arrogance. « Tu as vraiment flingué le Wi-Fi, sérieux tu as gâché mon stream », suivi de « Au moins répare les comptes pour qu'on puisse prendre un abonnement moins cher ». J'ai bu mon café, je me suis connectée pour travailler et j'ai laissé leurs urgences rester les leurs. Mes journées à Paris étaient ennuyeuses de la meilleure des manières. Je me réveillais, préparais mon petit déjeuner en silence, travaillais sur mes tâches de design, faisais une promenade quand j'avais besoin d'air, cuisinais des dîners simples et j'allais me coucher sans que personne ne me demande mon numéro de carte à 23h30. Quelques jours plus tard, maman a laissé un message vocal qui sonnait différemment. Sa voix était petite, pas tranchante. « Léa, je sais que tu es en colère, je sais que tu penses qu'on n'apprécie pas tout ce que tu as fait. Tu as peut-être raison, mais la compagnie de gaz menace de couper et je n'avais pas réalisé à quel point tout était à ton nom. On est en retard sur les paiements, je ne sais pas quoi faire, il commence à faire froid, s'il te plaît. » J'ai ressenti ce tiraillement familier dans ma poitrine, mais je n'ai pas rappelé tout de suite. Pour la première fois, je les ai laissés se débrouiller avec leur propre désordre. C'est la météo qui a répondu à ma place, la température a chuté brutalement. Quelques nuits plus tard, mon téléphone s'est rallumé et quelque chose en moi a dit « Décroche ». J'ai répondu à la 3e sonnerie. La voix de maman est arrivée vite, presque frénétique. « On n'a plus de chauffage », dit-elle, « la chaudière s'est arrêtée, on gèle ici. » Le réparateur dit que ça coûtera au moins 400 € juste pour la remettre en route. On n'a rien, on est à découvert, on ne peut pas payer. S'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. L'ancienne moi aurait déjà été sur son application bancaire en train de taper son code secret. J'ai pris une inspiration à la place. Est-ce que tu as appelé la compagnie de gaz pour mettre en place un plan de paiement? Ai-je demandé. Elle a hésité. Non, c'est toi qui gères toujours ces trucs-là. Justement. J'ai fixé le mur. Maman, je ne reviendrai pas vivre là-bas. Je ne t'ai pas demandé de revenir. A-t-elle rétorqué brusquement avant que sa voix ne se brise. Je te demande de l'aide, on a froid, est-ce que tu veux qu'il m'arrive quelque chose? Théo a crié en arrière-plan. Allez Léa, c'est sérieux là, c'est pas une histoire de Wi-Fi, maman gèle, est-ce que tu t'en fiches vraiment? C'était là, le crochet de la culpabilité qu'ils utilisaient toujours, celui qui avait fonctionné à chaque fois par le passé. Je l'ai entendu, je l'ai reconnu, mais je n'ai pas mordu de la même façon. Je vais aider une fois, ai-je dit, mais pas de la façon dont vous l'imaginez. Silence à l'autre bout du fil, qu'est-ce que ça veut dire?
a demandé maman. Ça veut dire que je ne vais pas juste donner ma carte et disparaître à nouveau. Si j'interviens, il y a des conditions, de vraies conditions. Vous pouvez dire non, mais si vous dites oui, vous vous y tenez. Théo a ricané, des conditions ? C'est notre chauffage, pas un contrat d'affaires. Je l'ai ignoré, hein, j'ai dit, je vais payer pour la réparation de la chaudière cette fois pour que vous ne geliez pas pendant qu'on trouve une solution. Après ça, je disparais complètement de vos factures. 2. On s'assoit en personne et on passe en revue chaque euro que vous gagnez et dépensez, on fait un budget qui ne m'inclut pas comme une ligne de crédit secrète. 3. Théo trouve un vrai travail avec de vraies fiches de paie, au moins 300 € par mois de son salaire vont au foyer. Et 4. Vous arrêtez tous les deux de me traiter comme un support technique 24h24 et un fonds de secours. Si vous voulez des conseils, demandez, mais je ne suis plus votre solution automatique. Maman est restée silencieuse un long moment, donc tu nous demandes de vivre sans toi ? A-t-elle fini par dire. Non, je te demande de vivre comme si j'étais ta fille, pas ta banque. Tu peux dire non, mais si tu le fais, tu te débrouilleras pour le chauffage sans moi. Il y a eu encore des disputes étouffées de leur côté. Quand elle est revenue, elle semblait fatiguée. D'accord, dit-elle, répare juste le chauffage, s'il te plaît. J'ai appelé l'entreprise moi-même, j'ai payé la compte avec ma carte et j'ai fixé le rendez-vous. Ça faisait toujours mal de voir l'argent quitter mon compte, mais au moins cette fois c'était dans le cadre d'une limite claire, pas un autre sacrifice invisible. Le lendemain soir, je suis retournée à la maison pour la première fois depuis mon départ. L'air était plus chaud, mais l'ambiance était plus glaciale que le vent de novembre. Maman était assise à la table de la cuisine avec une pile de factures non ouvertes, Théo traînait près du comptoir, les bras croisés, prêt à s'éclipser. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai créé un tableau vierge, d'accord, ai-je dit, les revenus d'abord. Maman s'est braquée comme si j'avais demandé son code de carte bleue, mais elle a fini par parler, heures de travail, taux horaires, moyenne des pourboires. J'ai tout tapé. Ensuite, nous avons listé les factures réelles, crédit, charges, téléphone, internet, remboursement minimum, abonnement. Chaque fois qu'on tombait sur quelque chose qui était autrefois à mon nom, je le signalais, avant c'était moi, plus maintenant. Quand ce fut le tour de Théo, il a haussé les épaules, j'ai rien moi, j'essaie juste de faire monter ma chaîne. Ce n'est pas un revenu, ai-je dit, c'est un loisir pour l'instant. Voilà ce que tu dépenses, voilà ce qui rentre. Les mathématiques se fichent de ta chaîne YouTube. Si les sorties sont plus grandes que les entrées, quelque chose doit changer, soit tu gagnes plus, soit des choses disparaissent. Maman a regardé les colonnes et j'ai pu voir la réalité s'imposer à elle d'une manière qu'elle n'avait jamais vue quand je couvrais tout. Je peux prendre des heures supplémentaires, a-t-elle murmuré, peut-être travailler le week-end. Elle s'est tournée vers Théo. Tu peux au moins trouver un job à mi-temps, tu es sur ton téléphone toute la journée de toute façon, va vendre quelque chose. Il a ouvert la bouche pour protester, puis l'a refermée. Je pense que le souvenir d'avoir grelotté dans sa propre maison a été plus efficace que n'importe quel discours. Je leur ai envoyé le tableau par mail et j'ai fermé mon ordinateur. Le chauffage est réglé, ai-je dit, c'est entre vos mains maintenant. Les yeux de maman étaient brillants. Donc tu as vraiment fini, dit-elle, tu t'en vas comme ça. J'ai secoué la tête, je ne m'en vais pas loin de vous, je m'en vais loin de mon rôle de filet de sécurité. Je viendrai toujours pour le dîner, je répondrai au téléphone quand je le pourrai, mais je ne reviendrai pas à l'ancienne situation. En sortant, j'ai jeté un coup d'œil au frigo, le papier avec ma liste de ce que j'avais payé était toujours là, les bords cornés, mais personne ne l'avait enlevé. Il devait le regarder chaque fois qu'il prenait du lait, c'était une forme de progrès. Quand j'ai franchi le seuil et fermé la porte, la maison derrière moi ressemblait enfin à ce qu'elle était, leur foyer, leurs responsabilités, leurs problèmes à résoudre. Pour la première fois, je suis partie en sachant que si tout s'effondrait là-dedans, ce ne serait pas automatiquement mon travail de tout reconstruire. 6 mois plus tard, ma vie et cette maison n'avaient plus rien à voir avec ce qu'elles étaient la nuit où ma mère m'avait expulsée de mon bureau. À Paris, mon studio me semblait enfin être un foyer, j'avais acheté un tapis, accroché quelques illustrations que j'avais créées et installé mon bureau juste devant la fenêtre pour pouvoir regarder la rue pendant que je travaillais.
Mes journées étaient toujours remplies de délais et de révisions, mais mon stress était passé de « Est-ce que ma famille va imploser si je ne répare pas ça ?» à « Comment rendre cette interface plus fluide ?» Ce qui est le genre de stress pour lequel je suis réellement payé. J'ai décroché de plus gros clients, j'ai commencé à dire non à ceux qui me traitaient comme un distributeur automatique. Et au lieu d'utiliser chaque prime pour boucher un nouveau trou à la maison, je me suis acheté des choses qui n'avaient d'autre but que de rendre ma vie plus agréable, un meilleur matelas, un abonnement à un cours de yoga, un casque à réduction de bruit rien que pour moi. Je voyais toujours ma famille, mais maintenant c'était selon mes termes. La première fois que je suis retournée dîner après l'incident du chauffage, la maison semblait différente, comme si elle apprenait à tenir sur de nouvelles jambes. Le thermostat était réglé plus bas que ce que maman aimait autrefois, il y avait moins de cartons de plats à emporter et la télé était éteinte quand je suis entrée. Maman avait des cernes sous les yeux, mais il y avait quelque chose de plus stable dans sa démarche. Au milieu du repas, elle a fait glisser une enveloppe vers moi sans lever les yeux. Quand je l'ai ouverte, il y avait un chèque de 100 € à l'intérieur. « Ce n'est pas grand-chose » a-t-elle dit vite, « mais c'est le premier paiement pour ce qu'on te doit. » Ma gorge s'est serrée. Je n'avais pas besoin de cet argent, pas vraiment, ce dont j'avais besoin c'était exactement ce que cette enveloppe représentait, de la reconnaissance. Quelques semaines plus tard, il y a eu une autre enveloppe, puis une autre. Pas tous les mois, pas selon un calendrier strict, mais assez souvent pour que je croie qu'elle le pensait vraiment. Théo n'est pas devenu un adulte modèle du jour au lendemain, mais il a trouvé un travail. Son idée de travailler dans une boutique s'est évaporée au bout de 3 semaines quand il a réalisé que vendre des chaussures à des clients difficiles n'était pas un rêve, mais il a fini dans un entrepôt à l'autre bout de la ville pour charger et organiser les stocks. Au début, il détestait ça, puis la première fois qu'il est venu dîner avec sa chemise de travail portant son nom et qu'il a dit doucement « J'ai été promu chef d'équipe », j'ai vu une étincelle de fierté que je n'avais jamais vue quand il hurlait devant sa webcam pour des baskets. Un soir, quand maman est allée chercher le dessert en cuisine, il s'est raclé la gorge et a dit « Je t'ai envoyé 50 € sur Lydia pour la formation, celle pour devenir influenceur. Je sais que c'est pas encore le montant total, mais je vais tout te rembourser. » J'ai juste hoché la tête et dit « Merci », et nous savions tous les deux que j'entendais bien plus que ces simples mots. Il avait arrêté d'attendre des miracles sur son écran et avait commencé à assurer ses gardes. C'était ça le vrai remboursement. Le plus grand changement, cependant, a été la façon dont il traitait mon temps. Les appels à minuit pour des histoires de box internet ou de mots de passe ont cessé. Si maman m'appelait maintenant et que je ne répondais pas tout de suite, elle laissait un message normal et attendait. Si Théo m'envoyait un SMS disant « Eh, je peux avoir ton avis sur un truc ?» C'était littéralement pour un avis, pas une urgence déguisée en question. Nous nous disputions encore parfois, les vieilles habitudes ne s'évaporent pas juste parce qu'on a un nom sur un bail, mais il y avait une limite désormais et tout le monde savait qu'elle était réelle. J'étais leur fille, leur sœur, pas leur plan de secours intégré. Les gens aiment dire que la vengeance consiste à faire souffrir l'autre, mais assise dans mon petit studio, regardant le soleil sur mon bureau, j'ai réalisé que ma version était différente. Ma vengeance consistait à vivre une vie qu'ils ne contrôlaient plus, les forçant à grandir en sortant du rôle qui les maintenait dans l'immaturité. Ma mère a appris à gérer un budget sans supposer que son aîné comblerait silencieusement chaque manque, mon frère a appris ce que l'on ressent en gagnant son propre argent au lieu de dépenser le mien, et j'ai appris que l'amour familial ne signifie pas se sacrifier entièrement pour que les autres restent au chaud. Si une partie de cette histoire vous semble familière, si vous êtes celle que tout le monde appelle en premier et remercie en dernier, posez-vous la question que j'ai évitée pendant des années, que se passerait-il réellement si vous arrêtiez de tout réparer ? Pas dans un acte de disparition dramatique ni pour punir qui que ce soit, mais comme un choix délibéré de vous choisir enfin vous-même. Vous pourriez être surprise de voir qui s'effondre, qui prend ses responsabilités et qui, pour la première fois, apprend